Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des Cavaliers de Cleveland après leur épique duel face aux Thunder, des Pistons de Détroit qui reprennent des couleurs. On va également faire un point sur la situation de Jimmy Butler à Miami et j'accueille sans tarder Charles pour m'accompagner. Bonjour Charlie. Salut Josh, salut à tous. Et Charlie, on va faire un petit point actu avant de passer sur nos 3 sujets principaux dont j'ai extrêmement hâte de te parler. Je t'avouerai que je trépigne d'impatience. Je tiens d'ailleurs à rappeler que Cleveland, je l'ai choisi. Je t'ai fait part de ce sujet avant qu'il y ait eu le Thunder, et ça a son importance. Ça aura son importance tout à l'heure parce qu'on va parler de ça justement. Vous allez comprendre pourquoi. Vite fait dans l'actu, Kawhi Leonard a rejoué après 253 jours d'absence avec les Clippers. Il a même donné une interview à The Athletic, ce qui est assez rare, dans laquelle il a expliqué qu'il est en train de tourner un film avec une équipe de production, tout ça sur sa vie, son œuvre, sûrement un documentaire. Ça m'a fait un peu rire de me dire tiens, Kawhi est en train de devenir un peu médiatique, c'est bien. Voilà, il nous a fait 2 matchs déjà, incroyable. Il a pas joué la dernière rencontre, il me semble, en raison des incendies qui touchent la région de Los Angeles. Voilà. Un mot sur ce retour de Kawhi et qu'est-ce que ça t'inspire? Bah déjà, ça fait plaisir de le retrouver sur un parquet, évidemment. Hein. Un joueur comme Kawhi, c'est là qu'on veut le voir. C'est bien pour les Clippers. Maintenant, bah on va attendre de voir comment ça se déroule. Hein. On va surtout pas s'enthousiasmer trop parce qu'on sait que ça ne tient qu'à un fil, le physique de Kawhi Leonard, malheureusement. Mais écoute, voilà, j'ai hâte de voir tout ça. J'ai hâte de voir aussi cette histoire de film parce que bah mine de rien, dans la carrière de Kawhi, il y a quand même pas mal d'épisodes dont on ne connaît pas très bien tous les tenants et tous les aboutissants, du moins on connaît rarement ces versions de ce qui s'est passé. Donc à voir, en espérant que ça soit pas juste une espèce de super production Walt Disney, tu vois, success story géniale qui ne dit pas. Oui, ou la série documentaire sur Netflix là qui m'a fait ronfler là avec les joueurs NBA là, c'était. Voilà, il faut espérer que ça abordera tous ces aspects-là, parce qu'en fait c'est ça qui nous intéresse, tu vois, le côté entreprise de spectacle de la NBA. Bon bah c'est bon, on connaît maintenant, on a fait le tour. Kawhi, on sait déjà quel joueur extraordinaire c'est. On veut pas une espèce de truc hagiographique. On veut savoir ce qui s'est passé, notamment avec les Spurs, tout ça. Et l'étendue de sa blessure finalement, sa blessure au genou, qui, l'entendre en fait expliquer pourquoi il est à ce point dans l'incertitude à chaque fois et à quel point il est touché depuis sa blessure face aux Warriors en play-off avec les Spurs justement, qu'il était tombé. C'est là que ça a commencé quand il retombe sur ce pied de Zaza Pachulia. Ouais. Et depuis lors, il a jamais été clair physiquement quoi. Non, c'est sûr. Donc on verra ça. Il y a Zion Williamson également qui a fait son retour sur le parquet avec les Pelicans. Il avait joué quelques matchs en début de saison. Ensuite, il s'était blessé. Aux ischio-jambiers, c'est toujours le même problème. Hein. D'ailleurs, il y a eu un article là, sur The Athletic qui explique que c'est vraiment ce point dans son corps qui pose problème. Quasiment l'intégralité de ses blessures depuis qu'il est arrivé dans la ligue, ça se passe à ce niveau-là. Donc il a expliqué un petit peu que sa rééducation suite à sa blessure a été longue, que c'était beaucoup plus compliqué que prévu. J'ai envie de dire comme d'habitude, à chaque fois on annonce un timing et puis ça se prolonge dans le temps en ce qui le concerne. Voilà, premier match qu'il fait, il nous fait un windmill devant des spectateurs en liesse. Malgré tout, voilà, les Pelicans, leur saison, elle est terminée, j'ai envie de dire. Ouais, je vois pas ce qu'il y a à tirer, si ce n'est essayer de faire jouer le groupe maintenant que tout le monde a l'air de revenir de blessure à peu près au même moment. Là, dans les prochaines semaines, ça sera le cas probablement. Donc, mais je sais pas, qu'est-ce qu'on peut attendre des Pelicans là? C'est quoi l'intérêt? On peut pas avoir d'attente. Si ce n'est éventuellement déjà préparer la saison prochaine, effectivement. On sait qu'ils sont concernés par des rumeurs de trade, on sait qu'il y a des décisions que le front office va devoir prendre. Maintenant, oui, Zion Williamson, écoute, c'est comme Kawhi, ça fait plaisir de le retrouver sur un parquet, parce que de toute façon, c'est là qu'on veut voir les joueurs, surtout des joueurs aussi forts et spectaculaires. Que maintenant, c'est vrai que moi, je trouve ça un peu triste, en fait, moi, tu l'as dit, la saison des Pels, elle est tellement triste, et
Et voir tout le monde trop content que Zion Williamson ait mis un windmill, bon, écoute, c'est bien, mais c'est tellement anecdotique. Et en fait, c'est pas du tout ça qu'on attend de lui. Ce qu'on attend de lui, c'est de la continuité. C'est qu'il prouve qu'il est capable d'être le franchise player d'une équipe. Bon, voilà, je te dis, Oui, moi, c'est ça, ouais. en fait, à la fin du match, tu sais, il y a une interview de Dejounte Murray où il dit je suis content qu'il ait pu jouer avec autant de joie et tout et tout. Non mais attends, est-ce que c'est vraiment ça qui est important aujourd'hui pour les Pels? Je sais pas. En fait, sportivement, c'est là où on attend aujourd'hui Zion Williamson. Le fait que ça soit un showman, que quand il enfile un maillot et qu'il arrive à jouer de façon On le sait effective, déjà. physiquement, on sait qu'il est spectaculaire. On sait. Exactement. D'ailleurs, c'est ça, là, c'est de là d'où vient la frustration. C'est que physiquement, c'est un joueur absolument fascinant. Et ce qu'il est capable de faire, le talent qu'il a entre les mains, euh, est vertigineux. Sauf Alors non. que on a toujours vu que des bribes de ça. On n'a jamais Oui, donc rien c'est vu ça. de concret, on n'a jamais rien de vraiment consistant à se mettre sous la dent. Alors, on pourra dire, il a fait quelques saisons, il a fait quelques, je sais pas combien de saisons régulières à peu près pleines, Deux. Deux, il en a fait deux. excessivement peu, ouais, deux. Ouais, il a fait 2020, 2021 et Euh, 2023, 2024. c'est ça, 60 matchs, voilà. 70 matchs. 61 matchs en 2020, 2021 et 70 matchs en 2023, 2024. Et 2020, Et à chaque fois, on a vu le monstre que ça peut être, il n'y a aucun voilà. problème là-dessus. Et la Mais saison comme tu dernière, il l'as se dit, pète au pire moment, c'est-à-dire pendant le match de play-in face aux Lakers, ou au moment où il était en train de prendre le dessus sur LeBron James et Anthony Davis, quoi. mais voilà, mais comme tu l'as dit, en fait, on sait à quel point c'est un joueur spectaculaire, on sait tout ce qu'il peut faire, il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, on a besoin de le voir sur de la continuité, on a besoin de le voir sur la durée. On peut pas se contenter de voir des highlights sur les réseaux sociaux. Complètement, ouais. Et puis là, enfin, je veux dire, ils sont loin de tout, quoi. Ils sont loin de toute considération, clairement. À moins que les équipes qui sont en 10e, 11e position dévissent absolument totalement. Ah non, mais attends, il y a déjà Mais plus de 10 matchs d'écart, enfin, il y a déjà ah plus de oui, non, 10 mais victoires d'écart, hein. il y a quasiment 12 matchs d'écart Ouais, entre voilà. les Pelicans et les Spurs. Mais Donc, même si, enfin, tu vois, même si ils sont les équipes 10e. de devant dévissent, ça va plutôt profiter. Enfin, ce serait plus logique que ça profite à Phoenix, à des équipes comme ça. Mais Mm. Et les ouais, Pelicans, je pense, n'ont aucun intérêt d'ailleurs à gagner des matchs à l'heure actuelle. Je veux dire, là, pour le coup, eux, hein, peut-être que je m'étais un peu, peut-être que j'avais été un peu prétentieux pour les Sixers la dernière fois, mais eux, pour le coup, je vois pas ce qu'ils ont à jouer autre que la draft, quoi. ouais, je suis d'accord. Donc, donc voilà. Derrick Rose va avoir son maillot retiré la saison prochaine par les Bulls. C'est le maire de Chicago qui l'a annoncé, il me semble, en même temps que l'équipe. Hein. Il n'y a pas de date qui a été arrêtée pour le moment. Ça sera le 5e joueur des Bulls à avoir son maillot retiré après Jerry Sloan, numéro 4, Bob Love, numéro 10, Michael Jordan, Scottie Pippen. Il y a le numéro de Bill Russell qui a été retiré à travers la ligue également, après sa mort en 2022. Voilà. Est-ce que tu es surpris par la décision des Bulls de retirer le maillot de Derrick Rose ou pas? Non, je suis pas surpris. Il a été tellement marquant, Derrick Rose. C'est l'enfant de la ville en plus. Ouais, c'est l'enfant de la ville. Il a été tellement fort, tellement vite, plus jeune MVP de l'histoire, il me semble. Enfin, non, Ouais. vraiment, moi, ça me surprend pas du tout. Je trouve ça génial qu'il le fasse. Enfin, vraiment, enfin, c'est vraiment un joueur, moi, qui m'a beaucoup marqué, Derrick Rose. Et non, je suis ni surpris, ni déçu, ni quoi que ce soit. Je trouve ça très très bien. J'ai bien aimé l'espèce de petite cérémonie qu'il y a eu. Enfin, on sent qu'il y a vraiment beaucoup d'émotions. Ouais, je trouve que c'est vraiment un joueur très attachant, Derrick Rose, et je suis content, je suis content qu'il retire son maillot. Ouais, après, il continue à se faire tomber dessus par rapport à ses affaires judiciaires. Évidemment. Mais là, on parle vraiment du joueur. Voilà, il y a encore beaucoup de gens voilà, qui font le lien. Effectivement, là, on parle du joueur. Là, c'est d'un point de vue sportif, c'est là où on se positionne personnellement. Et effectivement, oui, cette équipe des Bulls avec Derrick Rose a quand même. Ça n'a pas duré longtemps. On aurait aimé que ça dure beaucoup plus longtemps et que ça se passe beaucoup mieux que ça ne s'est passé. Mais c'est le temps que ça a duré, c'était extrêmement sympa. Ouais. Le premier tour face aux Celtics en 2009, c'est cette série entre les Bulls et les Celtics en 7 matchs où Kevin Garnett est blessé et ça
une guerre de tranchées absolue, cette série. Elle était magnifique. Et puis voilà, il y avait la saison 2011 qui restera également dans les mémoires, là où il a gagné son titre de MVP. Donc voilà, moi j'ai été un peu surpris, je pensais pas qu'ils allaient retirer son maillot personnellement. Je t'avouerais que, enfin, surpris. Je suis pas surpris que les Bulls le fassent. Je me suis posé la question de savoir est-ce que c'est vraiment mérité, est-ce qu'il faut vraiment retirer le maillot de ce joueur-là. Je commence à devenir un peu méfiant, que ce soit pour le Hall of Fame ou les maillots retirés. Alors, à tort peut-être, hein, je comprends que on a envie d'être généreux, on a envie de dire attends mais si, mais carrément et tout. Et des fois, je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas raison d'être aussi des fois un peu plus rigoureux, un peu plus intransigeant sur les résultats sportifs qui permettent d'avoir ce genre d'honneur, quoi. Mais bon, j'en ai conclu dans mon esprit que ça me dérangeait pas du tout que Derrick Rose ait son maillot retiré, et je le comprends absolument. Ouais, bah y a pas. En fait, le problème c'est que depuis l'époque Jordan, y a aucun joueur qui ait été, ne serait-ce que à moitié aussi marquant que Derrick Rose dans cette franchise, tu vois. C'est En fait, il y a aussi un exactement contexte, ce que je me suis dit. voilà, c'est ça, c'est qu'il y a aussi un contexte, tu vois. Dans une franchise comme Chicago, il a été tellement impactant, il a tellement représenté quelque chose que moi, je suis pas surpris. Et puis, ouais, je sais pas, j'ai bien aimé les mots de Tom Thibodeau aussi. Tom Thibodeau qui a expliqué que c'était un joueur qui était extrêmement apprécié par tout le monde, qu'à l'époque où il jouait, il faisait extrêmement peur à ses adversaires. Enfin voilà, c'est vraiment un joueur. Je pense qu'il y a peu de mecs qui ont eu une carrière aussi courte, mais qui ont autant marqué à la fois ses coéquipiers et ses adversaires. Ouais, tout à fait. Avant de commencer les sujets, j'aimerais juste rappeler quelque chose, tiens, pendant qu'on est en train de parler de ça. Parce que des fois, on a des messages sur YouTube ou ça m'arrive que des gens m'envoient des messages sur Twitter, enfin sur X maintenant, pour me dire, pour dire, voilà, on n'est pas d'accord avec ce que vous avez dit, euh, de façon plus ou moins virulente. Alors je peux comprendre, hein, des fois, on est passionné par des sujets, et des fois, on entend quelque chose, on est ulcéré, on est scandalisé, et on réagit. Et ça, je le comprends tout à fait. Je me vexe pas à proprement parler. Je peux comprendre ce genre de choses. Il n'y a pas de souci. Et voilà. Et c'est quelque chose que je tenais à rappeler, c'est que sachez que euh, nous, quand on discute de ce genre de choses, on donne notre avis, on parle en tant que passionné. Voilà, alors moi je suis journaliste dans ma vie, mais c'est mon métier, mais je ne prétends absolument pas avoir détenir la vérité. Je ne prétends aucunement que mon avis vaut. C'est pas la parole, c'est pas la parole d'évangile. Vous avez le droit de penser différemment de moi ou que les intervenants, que Charlie, que je ne sais pas. Il y a aucun problème. Chacun a le droit d'avoir son opinion et je voudrais qu'on comprenne que pourquoi je fais ce podcast, c'est pour avoir un dialogue, qu'on puisse discuter, qu'on puisse être d'accord, pas d'accord, argument contre argument, ça il y a aucun problème. Tant qu'on évite voilà tout ce qui est insulte ou dire vous y connaissez rien, vous êtes des merdes ou je sais pas quoi. Ça nous arrive de faire des erreurs, ça nous arrive d'être plus ou moins au taquet sur telle ou telle info. Ça nous arrive de nous emmêler les pinceaux. Ça nous arrive parfois. Des fois, j'ai des trous de mémoire pour tout vous dire dans le podcast. Ça m'arrive. Des fois, j'oublie le nom de certains joueurs et ainsi de suite. Ça m'arrive. Et très sincèrement, voilà, je sais pas quoi vous dire, mais je ne suis qu'un être humain. Mais bon, je tenais à rappeler ça. Je sais pas, Charlie, si tu veux dire quelque chose sur ce point-là ou on enchaîne. Non, non, pas du tout. Bah, juste, effectivement, d'abord, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. Hein. On se prétend pas du tout expert de quoi que ce soit. Nous, on fait vraiment ça par passion, parce que la NBA, c'est quelque chose qui nous anime depuis toujours. À l'époque où toi et moi, on bossait ensemble, on passait nos pauses clopes Ouais. et nos pauses café à refaire toute la ligue, toutes les équipes qui nous ont marqués, etc. Même moi, j'ai presque envie de dire aux gens qui sont pas d'accord avec nous, si vous avez envie d'exprimer vos avis, n'hésitez pas à vous Mais oui. lancer, à lancer un blog, à lancer un podcast, à lancer quoi que ce soit. La NBA en France est en train de prendre ces dernières années une ampleur que, bah, nous, quand on avait, je sais pas, 15, 16, 17 ans, bah, on n'avait pas tout ce choix et tout ce panel de contenu médiatique NBA français. Et il faut vraiment pas hésiter, si vous avez envie d'exprimer votre opinion, vos avis, à vous lancer. C'est pas si compliqué que ça. Et plus il y a une grande diversité d'offres, et mieux c'est. Voilà.
Vous pouvez réagir sur la page YouTube du podcast, puisque maintenant le podcast est toutes les semaines, je le mets en ligne sur YouTube. Donc sur YouTube, dans les commentaires, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez dire. Il y en a qui le font d'ailleurs. J'essaie de répondre à certains. Alors, il n'y a pas beaucoup de commentaires parce que YouTube c'est pas la principale plateforme du podcast, mais voilà. Et pareil sur X, vous pouvez réagir au post concernant le comment dirais-je, quand je poste le podcast. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions. C'est toujours intéressant. Moi, je lis les opinions des uns et des autres avec beaucoup d'intérêt. Et j'aime d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai des invités, j'aime me nourrir des opinions différentes des miennes. Je trouve ça extrêmement important qu'il y ait de différents points de vue, différentes façons d'aimer la ligue, différentes façons de regarder une équipe, de regarder un joueur, de juger les choses. Et voilà, je tenais à rappeler ça. Charlie, on va parler des Cleveland Cavaliers. On a eu cette semaine la meilleure attaque de la NBA face à la meilleure défense, une défense historique même, celle du Thunder. La rencontre entre les deux équipes en tête de leurs conférences respectives, OKC et Cleveland, a été largement médiatisée par la NBA. Et pourquoi je souligne ça? Parce qu'on a quand même eu, c'est quand même assez drôle, parce qu'on a parlé l'autre fois dans le podcast, toi et moi, tu sais, de la popularité de la ligue qui soi-disant est en déclin, les audiences, gna 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 gna. Et ce qui me fait rire, c'est qu'on a eu la semaine après le Nouvel An là. Enfin, dans les 2 semaines après le Nouvel An, on a eu un match Thunder contre les Knicks qui était absolument magnifique, qui n'était pas diffusé nationalement aux États-Unis. OKC contre Boston, match incroyable également, absolument pas diffusé sur aucune chaîne nationale aux États-Unis. On a eu le back-to-back entre les Spurs et les Nuggets, 2 duels absolument, mais pour moi c'était de l'or en barre entre Victor Wembanyama et Nikola Jokic. Aucun de ces 2 matchs n'ont été diffusés nationalement. Donc je me dis, voilà, c'est quand même assez drôle c'était drôle de voir ESPN se raccorder aux branches, d'entendre Brian Windhorst dire si vous aimez pas ce match, vous n'aimez pas la NBA. Mais ouais, enfin, ça m'a fait beaucoup rire. Il y a eu 30 changements de leader au score. Il y a eu une tension jusque dans la dernière seconde. Cleveland s'est imposé malgré le fait que Donovan Mitchell a été plutôt maladroit, 3 sur ses autres tirs. Cleveland est actuellement sur une série de 11 victoires consécutives. Je crois qu'ils ont mis fin à une série de 15 victoires consécutives du Thunder. Tout à fait. Donc c'est pour ça aussi que Cleveland tout d'un coup arrive dans notre timeline, occupe un petit peu l'espace médiatique, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et c'est pour ça que je voulais t'en parler. Parce que moi, quand je t'ai dit, Charlie, la semaine prochaine, on parle de Cleveland, c'est parce que je me suis dit, mais cette équipe caracole en tête de la ligue de façon hallucinante et on n'en parle quasiment pas, ou du moins pas tant que ça, quoi, je trouve. Ah, mais et ils ont peu de relais dans les médias nationaux, surtout. Alors que cette équipe, avec le Thunder, figure dans le top 5 de différentiel de points de l'histoire de la NBA. Ils sont à côte à côte avec des équipes comme les Bulls de 1996, les Warriors de 2017. Et on notera au passage que toutes ces équipes qui se trouvaient dans le top 5 auparavant ont toutes remporté le titre. Donc entre le Thunder et les Cavaliers, il va y avoir un gros déçu à la fin de la saison. Ça me fascine que cette équipe ne retienne pas plus l'attention, Charlie. Moi, je vais te dire, non seulement elle retient pas l'attention, mais il y a beaucoup de gens qui doutent, en fait, de cette équipe, même ceux qui en parlent. Moi, oui, on va en parler, ouais. J'ai quand même lu plusieurs fois des gens qui évoquaient un phénomène de feu de paille, qui pensaient que ça ne tiendrait pas en playoff, ni même sur toute la saison régulière. Alors, je suis pas du tout d'accord. Il n'y a pas de feu de paille qui dure quasiment 40 matchs. Hein. C'est exactement ça, ouais. C'est la durée, en fait, qui fait que non, et puis aujourd'hui, il faut arrêter avec cet argument. Ouais. Non, mais la durée et puis ce qui se passe sur le parquet. Moi, je suis désolé, mais c'est probablement l'équipe la plus impressionnante de cette première moitié de saison pour moi. T'as parlé du point d'orgue cette semaine, le choc face à OKC, qui était hyper intéressant et franchement qui était vraiment. Moi, j'ai vraiment passé un bon moment devant ce match. Moi, j'aime beaucoup regarder cette équipe. Je trouve qu'elle est, elle est très agréable à regarder. Elle est très bien coachée. Et là contre le Thunder, c'est le secteur intérieur qui a particulièrement brillé et c'est aussi évidemment parce que OKC n'a pas de Chet Holmgren. Donc, ce match, il était intéressant aussi pour ça. OKC avait une faiblesse à l'intérieur renforcée par le fait, qu'Hartenstein a eu des problèmes de faute et les Cavs l'ont directement exploité. Chez Gilgeous aussi a eu des problèmes de faute. Il a pas beaucoup joué dans le 3e quart-temps. Ouais, et donc c'est vrai que moi j'aime beaucoup ce qui se passe là-bas. Je trouve vraiment que Atkinson fait du super bon boulot. C'est une équipe qui est
très polyvalente, qui est bien coachée, qui attaque extrêmement bien. Ils sont adroits à 3 points, mais ils ont de la variété dans le jeu. Ils se contentent pas d'arroser en surfant sur leur réussite. Les schémas offensifs sont bien rodés. Les conférences de presse d'Atkinson sont hyper intéressantes. Enfin, vraiment, il met beaucoup, tu sais, notamment en avant cette polyvalence. Il sait qu'il a dans son groupe de joueurs des mecs qui lui permettent de jouer soit le pick and roll, soit la transition en sortie de banc. Il a plein d'atouts. Enfin, cette équipe, elle a tellement de cordes à son arc. Je comprends pas effectivement pourquoi elle continue à être boudée et pourquoi ceux qui en parlent doutent à ce point-là d'elle. J'ai du mal à comprendre et ouais, je sais pas, je me demande quand est-ce que ça va changer. En plus, je trouve que cette équipe, elle a de la résilience, tu vois. Si ça avait été qu'un feu de paille, on aurait commencé à avoir des fissures. Je sais pas si tu te rappelles, en fin novembre, ils perdent 2 matchs d'affilée contre les Hawks. Ouais. Peut-être à ce moment-là, on aurait pu voir un peu la machine se gripper, etc. Mais rien du tout. On sent que le groupe est hyper serein, ça répond bien aux attentes du coach. Le coach d'ailleurs a pas du tout peur de prendre des décisions courageuses. Contre OKC dans le Money Time, il a pas eu peur de confier des possessions importantes à Evan Mobley par exemple, notamment à 1 minute de la fin. C'est une possession qui permet aux Cavs de prendre 5 points d'avance. Enfin voilà, moi je prends mon pied, franchement je prends mon pied devant ces Cavs. Moi j'ai un a priori positif sur Atkinson, hein, tu le sais, c'est pas nouveau. J'ai aussi un a priori positif sur Evan Mobley, qui est un joueur dont j'adore le profil. Donc évidemment, je suis un tout petit peu biaisé les concernant, mais n'empêche que j'adore ce qui se passe et ouais, je sais pas, je comprends pas très bien effectivement cette mauvaise presse qu'a l'équipe. J'ai envie de rappeler quand même, et ça c'est pas la première fois que je le fais, mais tu avais noté Cleveland dans tes équipes à suivre, notamment par rapport à l'arrivée de Kenny Atkinson à la tête de cette équipe. Il a considérablement augmenté le rythme de jeu, hein. Ils sont passés de la Oui. 24e place en termes de pace à la 6e cette saison. Ça favorise des joueurs comme Darius Garland, qui fait également une saison absolument phénoménale. Mhm. Evan Mobley, à qui il a donné beaucoup plus de responsabilités. Evan Mobley a beaucoup plus le ballon dans les mains. Et il y a un excellent article d'ailleurs sur The Athletic où il y a cette conversation c'est Donovan Mitchell qui explique qu'il a une conversation avec Atkinson, et Atkinson qui dit Evan Mobley il faut qu'il réalise à quel point il est fort. Mon boulot, ça va être de lui faire comprendre à quel point il est fort et à quel point il est capable de faire beaucoup plus que ce qu'il est capable de faire. Evan Mobley, il faut bien souligner aussi qu'il a travaillé comme un damné cet été. Tu vois qu'il a pris de la masse musculaire, Oui. qu'il a bossé sur son dribble. Il est beaucoup utilisé en tête de raquette où il distribue beaucoup les ballons. D'ailleurs, la qualité de passe entre Jarrett Allen et lui, dans les deux sens, hein, est un point extrêmement fort de cette équipe. Leur capacité de se passer des balles, le nombre de passes lobées que fait Evan Mobley à Jarrett Allen, c'est absolument splendide. Et franchement, des fois, à chaque fois, je suis sur le cul tellement je me dis, mais il a vu ça dans la seconde où il a reçu la balle dans les mains, quoi. Il a une lecture de jeu, une rapidité d'exécution qui est quand même assez remarquable. Darius Garland et Donovan Mitchell sur les lignes arrière, c'est assez magnifique. Et ce rythme de jeu permet aussi à des joueurs comme Merrill, George Niang de masquer un petit peu leur point faible. Il y a eu le retour, parce qu'il y a eu pas mal de blessés, hein, il y a eu le retour de Dean Wade. Dean Wade, d'ailleurs, je sais pas si je vais faire une comparaison, tu vas me dire ce que tu en penses. Dean Wade, quand tu as ces 5 majeurs là, avec lesquels ils ont commencé face à Casey, avec Allen, Mobley, Wade, Mitchell et Garland. Je trouve que ce 5 majeur, il est assez fascinant parce que on retrouve un petit peu la taille de l'époque où il y avait Mark Cannon, quand Mobley était rookie et qu'il était utilisé en poste 3. Je sais pas si tu te souviens, il y avait une défense très particulière mise en place à Cleveland à ce moment-là. Et effectivement, ils sont massifs avec Dean Wade dans le 5 majeur. Tout à fait. Atkinson, en plus, et après, il a l'embarras du choix. Là, il y a Max Strus qui vient de revenir. Il a fait 8 matchs à peu près, Max Strus, depuis son retour. Dean Wade, il est à 26 victoires et 1 défaite depuis son retour. Je veux dire, il y a une profondeur de banc dans cette équipe. Il y a une cohésion collective qui est assez impressionnante. Et puis, il y a Mobley. Mobley, c'est vraiment, pour moi, et ça, on en a déjà discuté beaucoup, toi et moi, c'est vraiment le joueur clé de cet effectif. Et je trouve que là, son développement offensif, les responsabilités qu'on lui a données et dont il est totalement, il prouve qu'il est totalement à la hauteur des responsabilités qu'on lui confie.
Je suis absolument épaté par ce résultat. Ouais, je suis d'accord, et c'est vrai que moi, Evan Mobley, à un moment, il y avait pas mal de discussions sur ses actes de progression, et moi j'avais un peu peur qu'il se concentre, par exemple, sur le tir extérieur, des trucs comme ça. Pour le moment, c'est pas du tout le cas. Alors, il est adroit à 3 points, hein, il en prend assez peu, mais il est quand même adroit, mais effectivement, son évolution physique est vraiment impressionnante, la capacité de sa progression au passing, le duo qu'il forme avec Allen, franchement, mais c'est la plaie d'attaquer dessus. Alors, il s'inscrit dans une défense qui est collectivement vraiment cohérente. Ça sera probablement trop juste aujourd'hui pour aller chercher des récompenses individuelles de défenseur de l'année, mais il me fait vraiment plaisir. Moi, j'aime énormément son évolution. Et ouais, voilà, moi je trouve vraiment que cette équipe, elle est hyper agréable à avoir joué. Tu l'as dit, elle a beaucoup de densité en sortie de banc, elle a plein d'atouts. Ouais, moi j'ai qu'une hâte, c'est de voir cette équipe en playoff. Franchement, je croise les doigts pour qu'ils soient préservés des blessures. J'ai juste envie de voir jusqu'où Kenny Atkinson peut amener ce groupe, à quel point ils peuvent encore progresser aussi, parce qu'il faut pas oublier qu'Evan Mobley c'est 23 ans, Garland c'est 25 ans, même Allen je crois que c'est 26. Il faut pas oublier non plus d'où vient ce groupe, parce qu'on s'attendait tous à voir les Cavs exploser cet été. Les insiders NBA nous répétaient en boucle que Garland ne voulait pas jouer avec Donovan Mitchell. Moi, c'est aussi... Donovan Mitchell était dans les rumeurs pour partir aux Knicks, pour partir aux Nets, Oui. qui voulait pas être là, qui voulait retourner du côté de New York. Et moi, c'est aussi pour ça que j'avais choisi les Cavs cet été. C'est pas uniquement parce que je pensais que cette équipe, elle avait le potentiel pour aller très loin. C'est parce que je voulais aussi voir comment ça allait se passer malgré toutes ces rumeurs. Bon, bah visiblement, la situation, elle est tellement apaisée à tel point que après le match contre Casey, je crois, Garland a eu des mots extrêmement élogieux concernant Donovan Mitchell, s'est félicité de sa prolongation. Enfin, tous les signaux pour le moment sont au vert côté Cleveland. Alors, on leur souhaite évidemment que ça dure. Et encore une fois, on croise les doigts pour qu'ils soient préservés des blessures. Je sais qu'on le dit beaucoup, qu'on insiste beaucoup là-dessus, mais on commence à être habitué à voir des runs de playoffs gâchés par les blessures, surtout à l'Est. La saison dernière, on en a quand même bouffé. Donc ouais, je croise les doigts et on l'a déjà dit ça la semaine dernière quand on faisait les résolutions des franchises, mais les Cavs sont en train de réussir le truc le plus important aujourd'hui à l'Est, à savoir s'assurer un parcours de play-off où tu ne croises pas Boston avant les finales de conférence. Et ça, c'est de l'or en barre, c'est hyper important. C'est une donnée qui est très importante pour eux, je pense aussi, et donc je pense qu'ils vont pas vouloir lâcher leur première position. Donc voilà, c'est une belle équipe à avoir joué, et franchement, mais regardez Cleveland parce que c'est trop bien. Il coche une des cases très importantes que tu as souligné également, c'est la profondeur de banc et le fait de pouvoir s'adapter à toutes les situations. C'est-à-dire qu'ils peuvent jouer grand, ils peuvent jouer petit, ils peuvent jouer lent, ils peuvent jouer rapide, ils peuvent tout faire. Ils peuvent absolument tout faire avec cet effectif. Et quand tu regardes sur le banc, tu as Caris LeVert qui fait partie des joueurs sérieusement considérés potentiellement pour le titre de 6e homme de l'année. Ty Jerome, dont tu avais parlé également avant qui que ce soit que j'ai entendu parler de Ty Jerome, tu as été un des premiers à dire Ty Jerome, attention, très très fort. Isaac Okoro, Merrill qui quand même, alors Merrill c'est pas l'explosion folle, mais c'est quand même un sniper à 3 points. Son adresse générale cette saison est pas folle, mais c'est un mec qui peut te planter 5 paniers à 3 points consécutifs sans aucun problème. Ouais, et au moins qui peut écarter le jeu, même s'il l'aimait exactement, pas. Ça reste une menace. Voilà. Ça reste une menace, même s'il n'est pas cette saison d'une adresse impeccable. Voilà. Si je me fais l'avocat du diable maintenant, c'est-à-dire les gens qui disent ouais mais attends Cleveland, le côté feu de paille dont tu parlais tout à l'heure. Alors aujourd'hui effectivement on peut plus parler de feu de paille parce que ça commence à durer et c'est pas un hasard qu'il soit à ce point haut dans le classement. Tu t'es pas à 33 victoires, 4 défaites au début du mois de janvier si t'es pas ultra fort quoi. Ça n'existe pas. Là ils sont sur une série de 12 victoires là consécutives. Voilà. Là il n'y a pas de problème là-dessus. Le différentiel de points dont on parlait tout à l'heure, c'est pareil. Ça, c'est une mesure. Toutes les équipes historiques de la Ligue, quand tu es en leur compagnie dans ce classement-là, c'est que tu fais quelque chose d'extrêmement bien. Il n'y a pas, pareil, il n'y a pas trop à douter de cette stat-là. Les gens qui disent ça, ils disent quoi? Ils disent notamment que Cleveland a bénéficié d'un des calendriers les plus favorables de la NBA pour débuter la saison, ce qui est vrai. Ils vont rejouer le Thunder la semaine prochaine. Ils ont encore Boston à jouer 2 fois. Ils ont les Knicks à jouer 3 fois. Ils ont les Grizzlies à jouer 2 fois. Donc, ils ont un calendrier dans la deuxième partie de saison
qui va vraiment les mettre à l'épreuve. Ça va continuer, ils vont continuer d'être testés comme ça. Et le match face à OKC la semaine prochaine sera très intéressant à suivre, même si, comme tu l'as dit tout à l'heure, Chet Holmgren, l'absence de Chet Holmgren du côté du Thunder tronque un petit peu l'analyse qu'on peut faire d'OKC aussi, parce que Chet Holmgren, c'est quand même une pièce majeure de leur effectif. Bref. Mais ils sont à ce point fort, le Thunder, que ça reste un bon test, on va dire. L'autre chose qui est beaucoup mis en avant dans les critiques, parce que j'ai fait un peu le bilan de tout ça, c'est dire, est-ce que l'adresse, notamment extérieure des joueurs, va tenir le coup? Pourquoi ils disent ça? Alors, on va passer sur Mitchell qui est à 41% à 3 points, Garland qui est à 43%, ça à la limite on peut dire c'est normal. Mais Mobley qui est à peu près presque à 3 tentatives par match à 3 points, qui est à 41%, est-ce que ça va tenir? Est-ce que Caris LeVert qui est à 44,5%, autant de dire que il a rarement fait ça dans sa carrière, est-ce que ça va tenir? Ty Jerome, là c'est pareil, on peut ne pas en douter. Isaac Okoro qui est à quasiment 45%, est-ce que ça va tenir? Et l'autre question c'est, pour ceux qui sont très adroits, notamment Garland, qui fait une saison en termes de shooting et d'efficacité au tir qui est absolument incroyable, est-ce que une fois que tu es en play-off et que tu vas jouer des défenses qui vont être totalement axées sur le fait de te faire rater tes tirs, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que tu n'auras pas la main qui tremble à ce moment-là, quand il faudra vraiment mettre les tirs dans des situations autrement plus tendues qu'en saison régulière? Et ben là, j'ai envie de dire, on ne pourra pas savoir avant d'arriver en play-off. Comme n'importe quelle équipe qui, avant de gagner le titre, tant que tu ne l'as pas fait, et tant que tu n'as pas prouvé que tu étais capable de le faire sur la scène des play-offs, il y aura toujours des doutes, bien évidemment. Et ça, on ne pourra pas Et comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, vivement les playoffs concernant Cleveland. Il n'y a que là où on va savoir ce qu'il en est. Moi, tout ce que je veux, c'est de voir cette équipe de Cleveland le plus possible en pleine possession de ses moyens. Oui, et moi je vais même te dire, en fait, même si leur production offensive elle baisse un petit peu, je pense que on n'est pas du tout dans une situation où tout peut s'inverser en fait. Même si leur prod offensive elle baisse un petit peu, cette équipe elle a un niveau défensif qui va lui permettre de trouver des alternatives. Et même si les tirs à 3 points ne commencent à un peu moins rentrer dedans, mais je suis désolé, mais ils sont quand même beaucoup moins tributaires de leur adresse à 3 points qu'une équipe comme Boston. Les Cavs, ils prennent 10 tirs à 3 points de moins que les Celtics. Je sais pas si on se rend compte, il y a beaucoup plus de variété dans les schémas offensifs de Kenny Atkinson qu'il ne peut y en avoir à Boston. Alors attention, je dis pas du tout que Boston va faire des playoffs de mauvaise qualité à cause de ça. Je pense également que Boston a la possibilité d'avoir de la variété dans leur jeu. Mais aujourd'hui, Cleveland le démontre quasiment à chaque match qu'ils ont cette capacité-là. Et donc ouais, moi je comprends tout à fait les doutes sur les playoffs maintenant. Cette équipe, elle a déjà de l'expérience en playoff. La saison dernière, ils étaient présents, ils ont été en demi-finale de conf, il me semble, où ils ont perdu contre Boston. Mais je suis pas. En fait, je peux comprendre qu'il y ait des doutes, mais de là à entre guillemets mépriser la saison qu'ils sont en train de faire, ou du moins la relativiser, pour moi ça n'a aucun sens. En fait, c'est Tim Bontemp de ESPN qui, je trouve, a fait une comparaison qui est assez qui est critiquable, mais que je trouve très intéressante. Il a comparé cette équipe des Cavaliers avec les Warriors de 2015 qui ont gagné le titre. Et c'est vrai que j'avais un peu zappé ça, mais avant qu'ils gagnent leur premier titre, Golden State, le mot était de dire ce que dit Charles Barkley en permanence à l'époque, tout du moins, c'était de dire on ne peut pas gagner en shootant en ne shootant que des tirs extérieurs. Ouais. On peut pas gagner le titre en faisant que ça, quoi. Alors qu'ils avaient une défense qui était parmi les meilleurs de la ligue, et ainsi de suite. Enfin, offensivement, ils étaient trop bons. Je crois qu'ils ont gagné 66 matchs dans la saison, un truc comme ça. Enfin, c'était une saison épatante. Mais comme les Warriors n'avaient pas gagné, tout le monde disait, attendez, mais en play-off, telle et telle équipe vont pouvoir les maîtriser, c'est sûr. Il y avait des doutes, quoi. Il y avait clairement des doutes. Et c'est ce qu'il explique. À partir du moment où ils ont gagné le titre, et Dieu sait que c'était pas, ils ont affronté une équipe. Je continue de penser qu'ils ont affronté une équipe de Cleveland qui, heureusement pour eux, était diminuée. Oui. S'il y avait eu Kevin Love qui était sorti pendant les playoffs et Kyrie Irving qui s'était blessé pendant le premier match, il me semble, je pense que ça aurait été autrement plus compliqué pour Golden State. Ils ont gagné 4-2 et franchement, l'ajustement de dire allez, on met Iguodala, on crée le Death Line-Up, là c'était la fameuse naissance du Death Line-Up.
du moins son avènement, ce qui a permis à Iguodala de devenir MVP des finales. Voilà. C'était étonnant de ces finales quand même. Ouais. Mais je persiste à dire que ça aurait pu être beaucoup plus compliqué pour Golden State. Mais une fois qu'ils ont gagné le titre, et ben tout d'un coup, ce n'était plus une surprise, dirons-nous. Donc je pense que les Cavs sont dans cette situation-là. Là, ce qui est assez étonnant dans la saison qu'on est en train de vivre, je trouve, c'est qu'on a ces deux équipes-là, OKC et Cleveland, qui sont vraiment au-dessus du lot, qui ont vraiment des stats. Enfin, tous les voyants, toutes les analyses statistiques de ces deux équipes sont époustouflantes. C'est-à-dire que c'est vraiment deux équipes qui, historiquement, se positionnent parmi les meilleures équipes de l'histoire, quoi. Ouais. Et je m'attendais pas à ça. D'une équipe qui est la plus jeune équipe de la ligue et des Cavaliers qui l'an dernier, quand tu voyais la fin de leur saison, t'étais pas là en train de mettre un billet forcément sur les Cavaliers qui allaient démonter tout le monde pour la première moitié de saison, quoi. Bah non, surtout que je te dis, on attendait un peu une explosion de l'effectif, mais ouais, non, franchement, c'est du bon boulot. Et puis en plus, ces équipes-là ont en leur sein un profil de joueurs, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé contre Casey avec Donovan Mitchell. C'est des joueurs comme Shai Gilgeous qui, même dans un mauvais jour, sont capables de mettre les tirs qu'il faut en fin de match. Et ça, en playoff, c'est extrêmement important. Ouais, tout à fait. Mais bon, on verra. Écoute, en tout cas, la fin du mois de janvier, là, le calendrier de la fin du mois de janvier là pour les Cavs, il y a 2 matchs contre Indiana, OKC, 2 matchs contre Houston et Atlanta, sachant qu'Atlanta est la seule équipe qui les a battus 2 fois cette saison. Donc déjà ça va être intéressant. Ils ont perdu 4 matchs. Hein. Ouais, donc la moitié de leurs matchs ont été perdus contre Atlanta. Tout à fait. je sais, j'ai vu les 2 matchs parce que je suis le premier supporter des Hawks cette saison. Donc, Parce que oui, j'ai vu passer la stat là cette semaine sur le fait que les Cavs sont invaincus contre les équipes de l'Ouest cette saison. Alors d'accord, mais bon, des grosses équipes de l'Ouest, ils ont joué que le Thunder une fois, sinon ils ont pas joué Houston, je crois pas qu'ils aient joué les Grizzlies non plus, et puis bon, ils ont que 4 défaites, hein, donc... Ouais. En tout cas, cette équipe de Cleveland, c'est vraiment une des énormes surprises, et je trouvais ça important. Alors, comme je disais tout à l'heure, je souhaitais en parler à un moment où il me semblait que personne n'en parlait, puis tout d'un coup, cette victoire face au Thunder a totalement changé la donne. Donc, tant mieux, j'ai envie de dire. Ouais. Tant mieux qu'on mette enfin un coup de projecteur sur cette équipe. Ouais, et puis qu'on parle du boulot d'Atkinson, hein, parce que vraiment, je suis désolé, Ouais. mais ce mec-là fait vraiment du super boulot aujourd'hui. Les Cavs sont une des équipes les mieux coachées de la ligue. On va parler des Pistons de Détroit, où l'ancien coach des Cavaliers se trouve actuellement. Il a remplacé Monty Williams et lui aussi, pour le coup, fait du bon travail avec cette équipe des Pistons. Leur victoire face aux Nets mercredi leur a permis d'afficher un bilan positif avec une victoire au-dessus des 50% pour la première fois depuis la saison 2017-2018. Donc là, ils sont de retour à l'équilibre parce qu'ils ont perdu face aux Warriors la nuit dernière. Ça s'est joué de peu, hein. Ça s'est joué de peu, ouais. C'était tendu jusqu'au bout. Malik Beasley avait la balle de l'égalisation et non, ça s'est pas passé. Détroit, avant cette défaite face aux Warriors, était invaincu en 2025 et ont affiché un bilan de 10 victoires lors de leurs 13 dernières rencontres depuis le 7 décembre. Dommage, Jaden Ivey qui réalisait une très très bonne saison. C'est vraiment il est en train d'exploser enfin dans son rôle. C'est fracturé le péroné, il va être réévalué dans 4 semaines. Et il y a l'espoir qu'il puisse rejouer cette saison et j'espère vraiment que ça sera le cas. C'est clair. Charlie, est-ce que tu penses que je peux enfin me détendre et croire dans ces Pistons ou tu penses que je dois encore regarder derrière mon épaule aujourd'hui? Faut jamais s'enflammer. J'adore. Non, mais je pense pas non plus. Je me suis fait tellement griller par rapport à Détroit que je reste sur la défensive. Non, mais c'est clair qu'il faut pas bouder son plaisir. Là, c'est sympa ce qui se passe à Détroit. C'est agréable, c'est cool. Donc il faut pas non plus être trop méfiant sur une rechute éventuelle. Mais déjà, ce qui est clair, c'est qu'il y a du soulagement. A priori, la blessure de Jaden Ivey est un peu moins grave que prévu et il pourrait éventuellement retrouver les parquets cette saison, ce qui serait une bonne nouvelle, même s'il faut pas non plus griller les étapes et prendre des risques, ça ne sert à rien. Tu l'as dit, il y a eu cette période récente là avec cette série de victoires, des matchs vraiment convaincants face à des équipes du top 8 de leur conférence, hein. Ils ont tapé les Lakers, ils ont tapé Orlando, ils ont tapé les Wolves aussi, ce qui leur a permis de retrouver un bilan positif et ça peut paraître anecdotique quand on dit ça.
Mais pour une franchise comme Détroit, c'est pas anodin. Et d'ailleurs, Mais carrément. c'est trop bien d'entendre Kate Cunningham en parler après le match contre Brooklyn. Après le match contre Brooklyn, tu sentais que c'était, waouh, il ressentait vraiment le plaisir d'être en positif. C'est une étape qui est importante dans la reconstruction. Alors certes, la nuit dernière, ils ont perdu contre les Warriors, mais là encore, ils se sont battus, même menés de quasiment 20 points dans le dernier quart-temps, je me semble, ou le troisième, ils ont rien lâché, ils ont failli réussir le comeback. Donc ouais, c'est cool, Bickerstaff fait du très bon boulot, Cunningham continue de progresser, il est sur ses meilleurs chiffres en carrière, que ce soit au scoring, à la passe, dans l'adresse à 3 points. Il démontre une vraie maturité, je trouve, sur le parquet. Alors, il y a encore beaucoup de déchets, mais c'est normal à son âge. Évidemment, on aurait aimé que Jaden Ivey soit présent pour donner de la continuité, voir ce que le duo qui forme avec Cunningham peut offrir comme possibilité au coach, mais il n'y a pas d'urgence non plus. Aujourd'hui, Détroit, c'est une équipe qui a le temps. Je veux dire, personne n'attend d'eux des performances en playoff cette saison, ni même, je pense, la saison prochaine. Et s'ils font le play-in, c'est très bien. Ouais, c'est C'est ça. parfait. C'est parfait pour eux. En fait, là, ils sont dans une situation où il faut voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il faut se dire que la blessure de Jaden Ivey, c'est aussi l'occasion pour Bickerstaff de tester et de responsabiliser d'autres joueurs pour avoir plus de certitude quand il faudra faire des choix l'été prochain. Et aujourd'hui, il essaye de donner une identité claire à cette équipe. On voit qu'il veut notamment mettre l'accent sur la défense. Alors, c'est évidemment pas toujours parfait, loin de là, mais quand on voit d'où reviennent les Pistons et le matériel qu'ils ont, parce que sans leur manquer de respect, ils ont quand même pas un effectif de joueurs qui est très porté sur la défense a priori. Collectivement, je trouve que c'est pas mal, ça se bat au rebond, en termes de pourcentage de rebond pris, ils sont très hauts dans les chiffres de la ligue, bref, Bickerstaff, il se donne, je trouve, pour tirer le maximum de cet effectif, et ouais, alors, je suis pas complètement étonné, parce que déjà, la saison dernière, avec Cleveland, il avait mis en place une défense qui était solide, mais il avait quand même plus de matériel pour le faire. Mais ouais, non, il fait du très bon boulot. Je trouve que les rotations sont cohérentes. Je trouve qu'il donne vraiment beaucoup d'énergie et de combativité à ce groupe. D'ailleurs, les joueurs en parlent fréquemment. Hein. Cunningham a expliqué. En fait, quand Cunningham s'exprime à propos de Bickerstaff, alors je vais te dire un truc qui peut être très mal interprété pour les précédents coachs, mais en fait, on a l'impression que il découvre vraiment ce que c'est que d'être coaché. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais si, mais la définition des rôles ouais, voilà. par JB Bickerstaff, beaucoup de joueurs des Pistons en ont parlé. Le fait qu'aujourd'hui, ils ont un rôle clair à remplir sur le terrain, alors où avant, il y avait je sais pas s'il y avait un doute, mais en tout cas, ça avait l'air d'être beaucoup moins clair dans leur esprit. Ouais, et puis la combativité qu'il met, tu vois, quand il faut aller poser des challenges, quand il Tout à faut fait. aller se prendre la tête avec les arbitres et tout. Enfin, en fait, il est là pour gagner, Bickerstaff. Et ça, je Ouais. pense qu'à Détroit, c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup connu ces dernières années. Et je trouve qu'il y a un mix de choses qui ont été faites. Pour moi, il y a Bickerstaff, bien évidemment, tu vois, c'est clair et net qu'il est absolument central et fondateur de ce changement. Je trouve que le recrutement des vétérans, notamment Tobias Harris et Tim Hardaway Jr., a également été d'une importance incroyable pour cet Ouais, effectif, et il faut le qui dire. était beaucoup composé de jeunes joueurs. Euh, et tu vois bien que la présence de ces gars qui ont du métier, Bisley aussi, qui a un role player qui a quand même pas mal bourlingué dans la ligue. Voilà, ça a fait énormément de bien à Cunningham, à Jaden Ivey. Jalen Duren est en train de faire une saison exceptionnelle au poste de pivot. Lui et Isaiah Stewart à l'intérieur, ça a quand même plutôt une bonne tronche. Et puis après, t'as tous ces joueurs là sur qui tu parierais pas forcément, mais les Simone Fontecchio, Marcus Sasser, Ron Holland, tous ces joueurs-là, et Ozar Thompson, qui là est indisponible, il est malade, mais c'est pareil. Il y a je trouve, un début d'identité qui est en train de se créer, et cette présence des vétérans qui permet de calmer un peu tout le monde. Et il y a des rencontres qu'ils perdaient l'an dernier, qu'ils ne perdent pas cette saison. J'en ai l'intime conviction, parce qu'il y a justement ce métier sur le banc aujourd'hui qui les entoure. Je suis tout à fait d'accord, et d'ailleurs Cunningham l'a déjà dit après je sais plus quel match, c'est un match qu'on n'aurait jamais gagné la saison dernière. Et alors t'as cité Tobias Harris, et je suis très content que tu l'aies fait, parce que Tobias Harris, on va pas se mentir, ces dernières années, c'est quand même un joueur qu'on a pris plein la gueule, notamment de Ouais, nous. c'était une punchline aussi, Bah ça. ouais, C'était bien devenu sûr, un gars c'était une dont tout le punchline. monde se foutait Notamment pour son en contrat permanence, quoi. Tout à fait. qui n'avait aucun sens au regard de sa production sur le parquet, mais là, franchement, il fait du super bon boulot, il est dans un rôle qui lui convient très bien.
Complètement. Donc il faut le dire parce que c'est toujours beaucoup plus facile de taper sur les joueurs que de leur rendre hommage. Et ouais, non, voilà, je suis content. Je trouve que, en fait, Bickerstaff, au-delà de l'apport, de l'aspect tactique, parce que attention, hein, les rotations sont bonnes, collectivement, on l'a dit, ça défend plutôt pas mal, du moins en tout cas tout le monde joue le jeu et ça prouve en fait que tout le monde adhère à ses préceptes. Mais en plus, je trouve qu'il a la bonne personnalité pour ce groupe de joueurs, du moins à cet instant de leur carrière, à cet Complètement. instant de la reconstruction de l'équipe. Et peut-être que c'est ça en fait le problème, tu vois, de Bickerstaff, c'est que c'est un excellent coach pour lancer les choses et peut-être qu'après pour le palier C'est un coach suivant. de transition. Voilà, c'est ça. Du moins c'est ce Il qui a fait une bonne transition à Houston, même si après il a été remplacé. Je sais plus comment s'appelle le coach qui l'avait remplacé, mais et après ils ont terminé sur Udoka. À Cleveland, il a été remplacé par Atkinson, mais n'empêche que son passage à Cleveland, il était pas inconséquent. Je veux dire, il a quand même eu des résultats avec cette équipe de Cleveland. Ah bah bien Même si sûr, oui, c'était carrément. pas, même si c'était pas là l'espèce de rouleau compresseur que c'est devenu aujourd'hui, mais quelque part, il a apporté son grain de sel à cette histoire. Oui, et puis Clairement. la question qu'on doit se poser aujourd'hui à Cleveland, c'est est-ce que ce rouleau compresseur aujourd'hui, il existerait s'il n'y avait pas eu le passage de Bickerstaff avant, tu vois? Mhm. C'est aussi la Complètement question qu'on doit se dans le poser. développement des joueurs. Voilà, donc ouais, non, il faut pas s'enflammer et se dire ça y est, c'est reparti à Détroit, l'avenir nous appartient, etc., etc. Mais par contre, il faut surtout pas bouder son plaisir Mm. et il faut profiter des petites choses. Tu vois, par exemple, moi, il y a un truc qui m'a énormément frustré depuis la draft de Cunningham, c'était qu'il y avait quand même très peu de spacing à Détroit. Et quand t'as un joueur comme Cunningham dans ton effectif, c'est important d'en avoir. Là, il y en a nettement plus. Le ballon bouge beaucoup mieux et beaucoup plus que les saisons précédentes. Alors, il y a évidemment encore du déchet, mais le potentiel de Cunningham, moi, je le trouve vraiment énorme et je le trouve mature sur le parquet. Je trouve que dans ses décisions et dans ses attitudes, j'aime assez ce qu'il montre cette saison et je suis persuadé que Bickerstaff et le coaching staff ont un rôle là-dessus. Et Mm. donc, j'ai très hâte de voir comment tout ça va évoluer. Il a que 23 ans, hein, Kate Cunningham. Ouais. Je t'avoue, hein, moi j'ai fait mon gros blasé quand j'ai vu le recrutement à l'intersaison des Pistons. J'étais pas forcément très enthousiaste. Je me suis dit ouais, pourquoi pas, ouais. Euh, Là, jamais de la vie. Tu m'aurais dit les Pistons au bout de, là, ils ont quoi? Ils ont 38 matchs joués. Tu m'aurais dit qu'ils seraient à l'équilibre et qu'ils seraient dans le play-in euh, devant les Hawks. Enfin, là, ils sont à égalité avec les Hawks, mais devant les Bulls, les Sixers et tout ça. Enfin, play-in. Tu me dis Pistons play-in au début de la saison. Je Jamais. pense que j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal à me laisser convaincre. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Donc, toi. J'aurais probablement pas misé là-dessus non plus. Ouais. hmm. Donc ouais, je suis épaté. En tout cas, il y a un début d'identité qui se crée, il y a un collectif qui est soudé, comme tu l'as dit. Il y a une combativité sur le terrain qui fait quand même beaucoup de bien à cette équipe. On voit ça n'a rien à voir avec la saison passée. Surtout pour une équipe Donc, comme Détroit, je veux dire la combativité. Enfin, c'est ah dans leur mais ADN, quoi. c'est ça exactement. Ouais. Personne ne veut voir des Pistons qui ne se battent pas et qui ne défendent pas, en fait. C'est personne. Et tu le sens même chez les supporters. C'est-à-dire que même les supporters retrouvent un petit peu le goût de supporter cette équipe Bah ouais. où auparavant ça pouvait devenir plus difficile, quoi. Forcément, quand t'arrêtes pas de te prendre des gifs tous les soirs, Tu m'étonnes. c'est moins simple, quoi. C'était combien la série de défaites la saison dernière? 28 ou Je sais 30, plus, je crois. c'était C'était abominable. terrible, les pauvres, La franchement, les pauvres fans. violence du truc, quoi. Franchement, les fans de cette équipe méritent vraiment que Détroit revienne, vraiment. Voilà, bravo Détroit et bravo Bickerstaff. Charlie, avant de terminer ce podcast, je voulais quand même revenir avec toi sur le cas Jimmy Butler avec le Heat, parce que dans l'épisode de la semaine dernière, les 30 résolutions pour chaque équipe, on a évoqué rapidement la situation et le soir même, il a été annoncé que Butler était suspendu pour 7 matchs pour un comportement allant à l'encontre des intérêts de l'équipe, de l'intérêt de l'équipe. Une décision qui a poussé d'ailleurs le syndicat des joueurs à intervenir pour dénoncer une punition exagérée. L'affaire est en cours. Il y a aujourd'hui la quasi-certitude qu'un transfert aura lieu à un moment donné, soit d'ici la date limite des transferts ou lors de la prochaine intersaison. Miami n'a aucune intention de se précipiter. D'ailleurs, jusqu'alors, le principe, enfin le mot, c'est de dire
avant qu'il y ait eu la suspension, c'était de dire que Miami allait garder Butler jusqu'à la fin de la saison et qu'ensuite il prendrait la décision qui s'impose s'il fallait le faire partir, le laisser partir. Tu peux toujours faire un sign and trade ou je ne sais quoi. Voilà, là son retour est prévu ironiquement le 17 janvier prochain face aux Nuggets, l'équipe contre laquelle le Heat s'était incliné en finale NBA en juin 2023. Charlie, est-ce que tu peux me dire un petit peu comment, ton opinion sur cette situation et son évolution depuis une semaine? Bah déjà se projeter sur un sign and trade l'été prochain, déjà il faudrait que Jimmy Butler soit d'accord pour ça, parce qu'il y a aussi une perspective qui est qu'il parte l'été prochain contre rien en fait, parce que dans son contrat sa dernière année est une player option si je ne m'abuse. Donc il Ouais. pourrait aussi tout simplement décider de dire ciao au Heat. Écoute, en le suspendant, Pat Riley, il est dans son rôle de gardien du temple, si tu veux. C'est normal, en fait, qu'il le fasse. Il doit veiller à rappeler que la franchise est au-dessus de tout. Surtout à Miami, on sait qu'ils sont pas du genre à tergiverser face à des comportements qui nuisent au collectif. Et, Mais mal... et, et je me permets juste de dire, il a été invité là de l'émission Dan le Bâtard Show Ouais, hier, et c'est exactement ce qu'il a dit. bah Il évidemment. dit voilà, si tu es un joueur et que tu as un contrat avec un club, tu dois honorer ton contrat. Et honorer ton contrat, ça veut dire jouer la durée de ton contrat et ne pas bouder ou faire. Et là, il s'exprimait sur la culture du hit qu'il a essayé d'instiller. Il a notamment rappelé voilà comment dire la convention collective pardon qui relie la ligue au syndicat des joueurs. Et voilà, et ça explique beaucoup de choses de son point de vue concernant le cas de Jimmy Butler, quoi. Oui, alors maintenant, il y a malgré tout des limites à tout ça. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, Miami, ils ont aucun intérêt à conserver Butler envers et contre tout. D'abord parce qu'on est en train de parler de Jimmy Butler, en fait, là. Il n'y a pas beaucoup de joueurs en NBA qui sont aussi experts que lui quand il s'agit de pourrir un vestiaire pour obtenir son départ. On l'a déjà constaté dans sa carrière. Donc, aujourd'hui, si t'es Miami et que tu veux le réintégrer envers et contre tout et espérer le trader l'été prochain avec un sign and trade, bah tu t'exposes quand même au risque de le perdre sans contrepartie cet été et que le mec te pourrisse le vestiaire sur la fin de saison. Donc, On a tous Minnesota, bah ouais, c'est ça. exemple de Minnesota en tête. Exactement. Il a déjà montré que vraiment il est capable de rendre fou tout le monde, ce mec-là. Et c'est un peu le revers de la médaille de Jimmy Butler. Mais c'est ce que dit dans l'essence Pat Riley. Ce qu'il dit, c'est que lui trouve inacceptable cette attitude, parce que Jimmy Butler a été critiqué quand il est revenu sur le terrain. Tout le monde a dit Jimmy Butler il y va mou du genou parce que il est pas content quoi, il boude. Grosso modo, il boude sur le terrain. Et je pense que c'est ce que Pat Riley ne supporte pas en fait. Ouais, mais alors C'est là, que je le suis gars désolé. il va à demi effort parce que il est pas content de la situation. Ouais, mais dans ce cas-là, fallait pas signer Jimmy Butler à l'origine. Enfin, je suis désolé, mais quand tu Mmh. signes Jimmy Butler, tu signes ce joueur-là, le joueur qui a ce Je pense pas que passif. Pat Riley ait aucun problème avec le fait que la situation soit pourrie. Et je pense qu'il va laisser Butler. Enfin, je pense que la suspension de Butler est une façon de lui dire, mec, tu veux jouer au plus con. Excusez-moi pour le langage un peu fleuri, mais tu veux jouer au con. Bah voilà, hop, on te suspend 7 matchs et le syndicat ils peuvent faire une enquête tant qu'ils veulent. J'en ai rien à secouer. Pour l'instant là, tu vas perdre plusieurs millions de dollars de ton contrat. Là-dessus, je suis d'accord. Sur cette suspension, j'ai aucun problème. Par contre, j'ai beaucoup plus de problèmes à envisager que le bras de fer, il dure toute la saison, en fait. Tu vois? Parce que là, effectivement, tu peux le suspendre et derrière, ça t'empêche pas de le trader, ça t'empêche pas. Mais par contre, j'ai du mal à croire que ça se prolonge au-delà de février. Pour moi, Pat Riley, il va finir par accepter un trade avant la deadline parce que je pense qu'il y a, en fait, pour Miami, enfin, Ouais. en fait, qui a le Mais plus à perdre? avec qui c'est bien ça le problème, c'est que pour l'instant tous les insiders disent qu'il y a pas vraiment il y a pas vraiment d'équipe qui se bouscule à la porte du hit pour essayer de faire un transfert. Beaucoup redoutent le fait de le faire venir en sacrifiant des pics de draft, des jeunes talents, tout ça pour se faire pour qu'il s'en aille sans aucune contrepartie à l'intersaison prochaine. Donc ils disent bah moi vous me faites venir chez vous mais j'ai aucune envie de rester, j'ai aucune intention de rester. Il y a beaucoup d'équipes également qui disent ah ouais mais le gars il a 35 ans, il a quand même pas mal de blessures sur les dernières saisons. Donc et là je crois qu'il cherche un contrat de au minimum 2 ans de contrat. Ouais. Euh,
avec une somme qui n'est pas vraiment raisonnable en vrai. Bah oui, oui, non, mais bien sûr, mais Donc, et c'est ça qui l'a contrarié vis-à-vis de Miami, c'est que Miami ne lui a fait quasiment aucune proposition, ou du moins pas du tout ce qu'il espérait, et qu'aujourd'hui il est pas content par rapport à ça. ok, mais qui a le plus à perdre aujourd'hui entre Miami et Jimmy Butler s'il n'y Je a sais pas pas. de trade d'ici février et qui se barre libre cet été après avoir pourri la fin de saison? Bah si, tu sais, c'est le Heat. Je suis désolé, mais c'est le Tu Heat. crois? Mais Miami a beaucoup plus à perdre que Jimmy Butler. En fait, aujourd'hui, ils sont quand même dans une situation où bah ils sont même pas dans le play-in, ils sont dans le top 6 à l'Est. Ils ont une équipe qui, bah, franchement, est plutôt cohérente, ça joue pas mal. En fait, c'est la saison idéale pour perdre Butler quelque part, tu vois. Hero a pris une nouvelle dimension, il est devenu le patron de l'attaque, il est sur sa meilleure saison en carrière à tous les niveaux ou presque. Il est de plus en plus complet, il est important dans le fait que Miami aujourd'hui soit dans les 6. Cette équipe, en fait, aujourd'hui, pour moi, elle a les armes pour vivre sans Jimmy Butler ou pour du moins pour envisager une fin de saison sans Jimmy Butler. Bah alors pourquoi ça serait le Heat qui a le plus à perdre? Mais Moi, parce je que pense que c'est une équipe qui est incroyablement taillée pour laisser Jimmy Butler bouder dans son coin et ne et rien faire récupérer en contrepartie et faire l'été non non prochain. mais ils récupéreront ils s'occuperont de son cas l'été prochain, Mais sauf que, mais pas d'ici février. mais je suis désolé, mais une tête de con comme Jimmy Butler, si tu passes là la deuxième Mhm. partie de saison à le sanctionner, à le suspendre, à l'embrouiller, à le rabaisser, etc., Ou à etc. pas le faire jouer, Voilà, admettons, ou à ils pas lui le faire disent jouer. tu restes sur le banc. Quand tu vas venir le voir cet été en lui disant bon, on fait un sign and trade, mon gars, il va juste te dire mais jamais de la vie, ciao. Ciao, tu vois. Oui, Et mais donc c'est est-ce pour que ça en fait que je te dis que c'est Miami qui a le plus à perdre, c'est qu'en fait ils peuvent perdre la valeur d'un échange. je pense que le pari de Pat Riley, c'est que Jimmy Butler, je pense que Pat Riley, il est loin d'être bête. Je pense qu'on le sait Ah tous oui, oui, ça c'est à clair, oui. l'heure actuelle. Et je pense qu'il prendrait pas ce risque-là. Ça, c'est une hypothèse que je fais. Hein. Ça se trouve, j'ai complètement tort. Mais je pense qu'il prendrait pas ce risque-là s'il n'avait pas une idée du marché pour Jimmy Butler. Et je pense qu'il compte faire en sorte que l'agent de Jimmy Butler et Jimmy Butler réalisent qu'il n'y a pas tant que ça d'options qui s'offrent à eux, en vérité. Et que le bras de fer qu'ils sont en train d'essayer d'entamer avec le Heat, ben, quelque part, ils sont pas du tout, ils ont pas du tout la main sur sur cette opération et sur cette négociation. Et le Heat, je pense qu'ils essayent de faire en sorte de garder Jimmy Butler, mais à un prix raisonnable. Ah moi je suis pas d'accord Et avec toi. pas avec Jimmy Butler qui leur coûte 50 millions à la saison, quoi. Ah moi j'ai pas du tout la même lecture que toi, hein. Pour moi Bah vas-y, dis-moi. mais pour moi le divorce il est consommé quoi qu'il arrive. Mais pour moi il y a pas du tout d'histoire de garder Jimmy Butler, hein. Pour moi c'est impossible que Pat Riley aujourd'hui, vu la situation, vu les échanges qu'il y a entre eux, parce que c'est quand même pas la première fois, hein. Cet été il lui a quand même envoyé un si t'es pas sur le terrain en train de jouer contre Oui, Boston oui. ou New York, tu ferais mieux de te la fermer, etc., etc. Pour moi Pat Riley il a acté le fait que le divorce Il il était est consommé consommé. en fait, ouais. Mmh. Et je pense vraiment que C'est l'impression que ça me donne aussi, mais je ferai attention d'être à ce point catégorique. Connaissant Butler, connaissant Pat Riley, c'est une question d'argent. À partir du moment où ils se mettent d'accord sur l'argent et à partir du moment où, parce que Butler a toujours dit qu'il adorait sa situation à Miami. Donc, ouais, mais il a aussi dit là qu'il voulait partir en fait. Il a très clairement il va demandé aller son où? Mais départ. la question, c'est où est-ce qu'il va? Mais moi je te l'ai déjà dit où est-ce qu'il va. Il va aller à Il va Phoenix. où? Mais oui, mais Phoenix, il y a trop de, il y a trop de pièces à bouger pour aller à Phoenix. C'est trop compliqué. Mais en fait le problème c'est quelle équipe aujourd'hui. En fait quelle équipe aujourd'hui veut faire une proposition de trade à Miami. En fait aujourd'hui, Moi, j'ai une idée. vas-y. Pour moi, la seule équipe vraiment viable. J'ai vu les Rockets, on en a déjà parlé en plus la semaine dernière. Les Rockets, je t'ai dit non. Les Grizzlies, je pense pas non plus. Les Suns, Bradley Beal doit virer sa clause de non transférabilité. Et Ça c'est pour pas un moi, problème. il faut qu'une mais et si c'est un problème parce Mais que le Heat non. apparemment ils le veulent pas. Donc il faudrait qu'il soit redirigé sur une autre destination. Donc il faut qu'une autre équipe plaise à Bradley Beal et soit d'accord pour prendre les 110 millions qui lui restent alors que le mec ne joue absolument jamais. Moi je pense que
Très franchement, je vois pas qui va se bousculer pour prendre Bradley Beal aujourd'hui. Ouais, Mais oui, bon, non, mais ça c'est clair. mais pourquoi pas? Je dis pas. Les Suns, c'est peut-être effectivement pour moi la deuxième meilleure option. Mais la meilleure option concernant le Heat, c'est les Warriors. Il y a que les Warriors qui ont un intérêt particulier à faire venir ce mec parce que Stephen Curry et Draymond Green sont en fin de parcours et que c'est la seule équipe à mes yeux où faire cet ultime cet ultime coup peut avoir un sens, quoi. En fait, le problème, c'est que pour moi, le package que va proposer Golden State, parce que moi j'ai vu effectivement des histoires de trade à 3 où Oui, alors Golden il y en a un State. avec les Raptors que propose The Athletic qui est très très bon. Ben, en fait, moi Est-ce je que je peux vois le pas. présenter ou pas? Vas-y, bien sûr. Ça voudrait dire que Miami récupère Bruce Brown des Raptors, que Dennis Schroeder. Donc Dennis Schroeder, il peut pas être transféré vu qu'il a été échangé il y a pas longtemps. Il peut pas être transféré. Il pourrait être transféré que dans les 2 jours avant la date limite des transferts. Ouais. Voilà, sur une très courte fenêtre. Donc le Heat récupère Bruce Brown des Raptors, Dennis Schroeder, Gary Payton, un premier pick de draft et un second tour de draft des Warriors. Les Raptors récupèrent Andrew Wiggins et Guy Santos, et les Warriors récupèrent Jimmy Butler. C'est la seule manière, je trouve, que bouger de Jimmy Butler fait sens. Sauf que là, le problème, c'est que Pour tout le monde. vu ce que récupère Miami, tu t'embarques dans un processus de reconstruction, en fait. Je sais pas. Enfin, en fait, moi, je suis désolé, mais je pense Je que sais pas. Tu récupères un premier et un second pick de draft. Ça veut dire que ça, tu peux le transférer. Ok. Tu peux le transférer, il y a pas de problème. Ah, ouais. Est-ce Et que tu récupères des joueurs qui sont tout à fait dans la logique Miami Heat, quoi. Bruce Brown, Dennis Schroeder, Gary Payton, c'est plutôt pas mal. ouais. En fait, moi, je sais. En fait, je trouve que c'est trop compliqué de se projeter aujourd'hui quand on connaîtra pas l'issue de ce dossier, mais je sais pas. Moi, j'ai du Ah bah mal à là, oui. imaginer. Là, on s'amuse. Ouais, bien sûr, non, mais bien sûr, mais en fait, c'est clair qu'aujourd'hui, de toute façon, une équipe qui peut avoir envie de monter un trade pour Jimmy Butler avant la fin de la deadline, de toute façon, c'est clair que c'est une équipe qui a démarré la saison avec des ambitions, mais qui n'y arrive pas. Donc effectivement, il y a Golden State, il y a Phoenix, il y a Philadelphie, mais Philadelphie, c'est impossible. De toute façon, ils ont rien du tout pour monter ça. Donc, de toute façon, pour moi, ça va se jouer entre Golden State et Et les Phoenix. Suns, ouais. Et moi, je vois. En fait, le problème, c'est que le Butler, c'est trop compliqué comme dossier. C'est un joueur qui a un trop fort caractère. C'est un joueur qui est trop ambitieux aussi sur la rémunération et le contrat qu'il va chercher à obtenir après. Je vois pas, en fait, aujourd'hui, Golden State craquer. Enfin, en fait, Golden State, je les vois proposer le trade que tu as évoqué. Mais je pense sincèrement qu'aujourd'hui, Miami pourrait récupérer mieux du côté de Phoenix. Je sais que c'est la mode de dire que Bradley Beal c'est pas un bon joueur, etc., mais d'abord je pense que c'est un joueur qui offensivement peut être extrêmement fort. Ensuite, je pense que par exemple, si demain le Heat commence à envisager un trade, pourquoi t'irais pas regarder du côté de Ryan Dunn, par exemple, tu vois? Mmh. Qui peut être un asset intéressant pour eux. J'ai pas en tête les choix de draft détenus par Phoenix, mais il faudra également en ajouter, évidemment. Enfin, en fait, pour moi, aujourd'hui, l'équipe qui est la plus à même de, entre guillemets, craquer sur Butler, c'est Phoenix, et donc c'est l'équipe qui est le plus à même de se rapprocher des désirs de Riley. Qu'aujourd'hui, Pat Riley dise, nous, on veut pas de Bradley Beal, ok, mais Apparemment, c'est ça. oui, mais bien sûr, apparemment c'est ça, mais ça peut aussi tout à fait être de la com. Tout comme je suis absolument persuadé que quand le Miami Herald explique que le Heat entend bien réintégrer Jimmy Butler dans l'effectif, mais je pense que c'est de la com en fait. Je pense que c'est de la com parce que la hantise du Heat aujourd'hui, c'est d'être perçu par les autres comme une franchise étant dos au mur, qui risque de perdre Butler gratuitement cet été et qui a pas envie de se retrouver avec un poison dans le vestiaire. Mmh. Moi, je pense que le côté désespéré des Warriors, pour moi, à mes yeux, en fait le principal, enfin le favori, on va dire, pour récupérer Jimmy Butler. Je le crois vraiment. Je pense que les Suns, si le Heat ne veut pas de Bradley Beal, parce que il pourrait faire un transfert avec Bradley Beal direct. Hein. Oui, bien Bradley sûr. Beal et Jimmy Butler et Josh Richardson, tu les envoies à Phoenix et on n'en parle plus. Le salaire match, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de pic de draft, il y a pas de complications. Pour le coup, c'est un transfert plutôt limpide. Euh, je sais pas. Bradley Beal, je vois pas Mais en fait, comment, est-ce que comment, Phoenix n'est pas encore plus désespéré que Golden State, tu ah vois? bah, Phoenix, c'est plus du désespoir, Charles. C'est ça, hein. C'est plus du désespoir. Je pense que c'est je n'oserais Ouais, pas et puis, qualifier la situation de cette équipe, mais franchement, ce serait tellement drôle de voir Butler dans cette équipe. Vraiment, ce serait drôle. ça serait explosif. Mais oui, mais c'est Et puis, pour ça que ce serait drôle. c'est surtout que ça serait stupide, encore une fois, puisque c'est pas du tout ce dont ils ont besoin, les Suns. Ils ont pas besoin de ça. Enfin, les Suns, ils ont un problème Ah oui, mais de ça, c'est trop tard. profondeur, ils ont un problème de taille, ils ont des problèmes dans tous les sens. Mais Oui, mais ça, c'est trop tard. De toute façon, l'équipe, elle est un problème bancale. de Jimmy Les Butler. fondations sont bancales, donc de Ah toute oui, façon, oui, l'équipe sera bancale. Ça, c'est clair. de toute façon, oui. Mais ouais, non. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va se passer parce que je pense vraiment on n'est pas prêt pour ce que Butler peut faire s'il a envie de forcer son trade d'ici février. Hein, vraiment, hein. Je pense Mmh. que les gens oublient trop vite ce qui s'est passé à Minnesota, mais on peut vraiment rigoler là. Le fait que ça se passe à Miami, qu'il y ait Riley, Spoelstra, tout ça, Adebayo et tout, qu'ils aient parce qu'il avait aucune histoire à Minnesota, il y avait pas C'est eu vrai. Le vestiaire était jeune, il y avait pas. Oui, non, c'est vrai, voilà, c'est vrai. et ils pouvaient pas se blairer entre eux, et il y avait eu aucun parcours, il y avait pas de passif, il y a pas eu des larmes et du sang versés ensemble, quoi. Là, je pense qu'il y a quand même une histoire commune. Ouais, attends, la sueur et le sang versés ensemble, ça n'a pas empêché Butler de dire que s'il avait été sur le parquet en playoff, l'histoire aurait été très différente, ce qui est quand même pas très sympa pour ses coéquipiers, quoi. C'est de la provocation, Mais oui, mais moi, c'est bien ça c'est que de j'attends de lui. il est arrogant, mais c'est sa personnalité, il est comme ça, c'est pour ça que c'est une superstar, Jimmy Ah, mais Butler. oui, mais moi, c'est bien ça que j'attends de lui s'il Faut décide voir de d'où il pourrir vient, la Jimmy Butler, situation, quand tu même. vois. Le mec était aux Bulls, et Bulls était là, bah non, on va pas te filer un contrat parce on croit pas en toi. C'est un mec qui a dormi dans dans une salle d'entraînement parce il savait pas où loger, quoi. Ah bah, alors là, pour le coup, le mec qui avait deviné au moment de la draft, enfin, les premières saisons de Mmh. Butler, le joueur qui deviendrait, c'est un sacré génie. Non mais après, bon, ce qui est clair en tout cas, c'est que moi, je vais pas tomber dans le catastrophisme pour Miami, pour deux raisons. La première, c'est le front office. Pat Riley tiendra, tant qu'il tiendra les rênes de la franchise, j'ai confiance en leur capacité à rebondir. Et puis la deuxième, tu l'as dit, c'est Spoelstra, qui reste un des tout meilleurs, voire le meilleur coach de la ligue à mes yeux. Cette équipe, elle remporte des matchs grâce à son coaching. D'ailleurs, la victoire face aux Warriors il y a quelques jours doit beaucoup à ses choix défensifs. Donc ouais, non, moi je suis pas. En fait, je suis pas trop inquiet aujourd'hui pour Miami. Je pense ils peuvent tout à fait s'en sortir sans Butler, mais je pense qu'ils ont malgré tout intérêt à trouver une Ouais. issue avant la deadline. Moi, je veux croire, et j'ai hâte de voir l'issue, Charlie, parce qu'on pourra en reparler et Bien sûr. ça se trouve, tu vas pouvoir te payer ma tête jusqu'à la fin de la saison avec cette histoire. Non, parce que Et, c'est impossible d'anticiper ce qui se et passe dans la tête de Butler. non, non, mais j'en serais d'accord, je serais d'accord avec ça. Mais moi, je veux croire qu'on est encore, même si ça paraît dramatique et qu'il y a eu beaucoup de choses de dites et que ça paraît Compromis. très important, très sérieux, tout ça. Étant donné les personnalités qui sont engagées au milieu de cette histoire, tu sais, le côté old school de Pat Riley. D'ailleurs, t'écoutes si vous êtes anglophone, allez écouter le podcast avec Dan Le Batard, là. C'est une plongée dans le mindset de Pat Riley, dans son Ouais. histoire, dans son parcours, donc comment il considère son travail, comment il voit sa carrière, comment il a vu l'évolution de la NBA, comment il voit voilà, les rapports de force entre les franchises, les coachs, les propriétaires, les general managers, les présidents de clubs et tout ça. Enfin, c'est absolument passionnant, cette histoire. Et Pat Riley, c'est un mec, je pense qu'il faut écouter, qu'on soit d'accord ou pas avec lui d'ailleurs, parce que je pense qu'il a un côté old school. C'était très, très drôle parce que dans ce podcast, il parle du fait que des gens demandent à ce qu'il parte. Il y a des Ouais. gens qui disent Pat Riley, il est trop vieux, c'est un vieil acariate qui est là à râler, à faire suer et surtout à faire fuir les stars. Il y a des gens qui pensent que c'est encore à cause de lui que LeBron James est parti, qui pensent que Jimmy Butler part à cause de lui parce qu'il est intransigeant, parce que il lâche pas de l'est, parce qu'il a encore une gestion à l'ancienne, beaucoup trop old school, et que c'est au détriment du club, enfin de l'équipe, de la franchise. Je sais pas. Je sais pas. Enfin,
Ce qui est sûr, effectivement, je peux comprendre que sa personnalité puisse faire fuir certaines personnes. Je peux comprendre aussi que certains joueurs qui ont grandi dans cette culture du joueur avant tout, en fait. Parce qu'aujourd'hui, en NBA, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et pas que en NBA, d'ailleurs, dans beaucoup de sports très médiatiques, aujourd'hui, les véritables superstars sont les joueurs bien plus que les équipes. Mais moi, je trouve ça très rassurant aujourd'hui. Si j'étais fan du Heat, je trouverais ça très rassurant d'avoir un Pat Riley à la tête de mon équipe. Et c'est pour ça que je veux croire qu'une réconciliation est possible. Et que pour l'instant, on est dans une guerre de postures, des postures qui sont à l'image des deux personnages, qui sont extrêmes. Ouais, parce que c'est des postures qui coûtent 2 millions de dollars quand même. Hein. Ah, mais complètement. Ce sont des postures qui sont extrêmes, mais je pense que si il y a une situation qui peut, à la surprise générale, prendre le contre-pied de ce qu'on pourrait attendre dans d'autres situations similaires, je pense que ça peut être le Heat. Et cette situation avec Jimmy Butler. Très sincèrement. Écoute, moi j'aimerais bien que t'aies raison, hein, parce que moi tu sais bien, hein, cette équipe de Miami sous Spoelstra, Butler, Adebayo, c'est une équipe que j'adore. J'ai passé des très bons moments à la suivre ces dernières années, mais moi là j'y crois plus en fait. Je pense vraiment qu'on a passé un cap. Autant cet été, après les déclarations de Riley, je pouvais croire au fait que tu vois que Butler soit juste piqué dans son ego et qu'il nous sorte une énorme saison, etc., etc. Mais là j'ai du mal à y croire. Je pense que c'est aller trop loin et je pense que justement Butler il est aujourd'hui plutôt dans une posture de jouer entre guillemets au plus con en fait quoi, tu vois, si vraiment Miami veut pas le trade, mais même quitte si tu veux, quitte à accepter l'été prochain des contrats que beaucoup plus bas que ses prétentions salariales originelles, tu vois, juste pour sortir vainqueur du bras de fer entre guillemets quoi. Pour l'instant, tout ce que j'ai lu, alors, il a beau dire, hein, Jimmy Butler, ouais, c'est pas une question d'argent à ce niveau-là. Ça encore, pour moi, c'est un effet dramatique de sortir ça dans la presse, au micro, mais c'est l'argent. Enfin, je veux dire, faut arrêter, quoi. Faut arrêter de nous prendre pour des chefs, quoi. Il veut juste prendre un dernier chèque le plus élevé possible. J'ai du mal à croire que ça soit le contraire. Tout son discours sur ouais, j'ai perdu la joie de jouer, tout ça, faut arrêter. Sans déconner. Tu parles de quoi? Et c'est peut-être ça quelque part où là je me sens beaucoup moins certain dans la bonne issue de cette histoire. On va dire que c'est vraiment la part de doute que j'ai, c'est quand on comprend dans ce qui sort dans la presse justement. Alors là on est sur les rumeurs, les insiders, les sources anonymes qui disent que, mais le fait que aujourd'hui il ne se sente plus dans son rôle à Miami. Et que le fait que Tyler Hero soit à ce point central dans les actions de jeu, que aujourd'hui il se sent relégué. C'est Adebayo d'ailleurs qui a parlé de ça. Il dit ouais, il se sent relégué dans le corner. Il a l'impression de plus être autant important dans les systèmes. Ça peut-être que effectivement ça peut. Ouais, non. Peut-être le côté que j'ai du mal à, enfin, qu'il est impossible pour nous d'estimer quoi. Ouais, et puis même la relation avec les fans, tu vois, je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est cassé là. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu l'actualisation de la fresque là, parce que tu sais, à Miami, il y a une fresque de Jimmy Butler qui. Ah non, j'ai pas vu. J'avoue que j'ai pas vu. Bah, en gros, ils mettent à jour la fresque pour coller avec ses délires capillaires, ses coupes de cheveux, etc., ouais. etc. Et bah là, la fresque maintenant, il a un bandeau avec marqué I quit. Il y a marqué autorisation pour un échange dessus. S'il vous plaît, payez-moi et tout. Enfin, genre ça y est, là, les fans, ils ont pris parti évidemment pour la franchise et pour Pat Riley, et pour moi le divorce il est acté en fait quoi. Ouais. Et je trouve ça triste, hein. Oui, c'est triste parce que quand Jimmy est sur le terrain, Miami est une toute autre équipe. Ouais. Et il a beau avoir 35 piges, ça reste quand même un joueur. C'est un joueur différent. Un joueur très sérieux quoi. Ouais, et puis vraiment différent. Son impact est quand même assez fou quoi. Ouais, je suis d'accord. Merci Charlie de m'avoir accompagné. Bah écoute, merci à toi et puis on verra bien où finira Jimmy. Ouais, complètement. J'ai hâte d'en reparler avec toi si ça bouge et quand ça bougera. On en reparlera à coup sûr. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. D'ici là, passez une bonne fin de journée, un très bon week-end. À ciao, bye bye.